Très bien. C'est la juriste qui a parlé. Je suppose que c'est plutôt l'économiste qui va parler. L'économiste va intervenir. Oui, peut-être une toute petite précision en termes de timing. On a échangé un petit peu avec Émilie et je vais rebondir simplement. On n'avait pas saisi que voilà, les 20 minutes, 15-20 minutes dédiées étaient pour nous deux. Donc voilà, si vous voulez bien m'accorder Bien sûr. un petit peu de temps pour. Je vais Bien essayer entendu. de condenser au maximum. Écoutez, je vous remercie déjà pour cette aimable invitation à venir débattre au milieu d'éminents juristes. Je, je, je suis très sensible à ce que j'ai entendu depuis le début de l'après-midi, à savoir euh, que finalement, les données sont aujourd'hui au cœur euh, de, de l'État, au cœur de l'État plateforme, au cœur du service public. J'ai entendu des choses qui sont plutôt rassurantes. J'ai entendu beaucoup d'interrogations. Euh, j'ai envie de commencer en vous disant que la donnée, en elle-même, elle n'a pas beaucoup de valeur. Là où elle a de la valeur, c'est précisément à travers les outils que l'on va mobiliser pour l'utiliser, pour l'exploiter. Euh, la question que je voudrais aborder, c'est un petit peu moins celle de la construction de ces outils que celle du contrôle de ces outils. Dans la mesure où il me semble que toute solution technique, quoi qu'on en pense, n'est pas neutre. Elle porte en elle-même un certain nombre de caractéristiques, de dimensions qui font que lorsque l'État, dans le cadre de ses missions de service public, s'approprie et utilise les données à travers ces outils, lui-même n'est pas neutre. Et donc tout le sens finalement du questionnement qui est celui de l'économiste, c'est de s'interroger sur la valeur de cette donnée que mobilise le service public, donnée entendue au sens large, puisqu'effectivement, il y a à la fois des données produites par ce que j'appellerais la sphère publique au sens large, mais il y a aussi, comme vient de le dire Émilie, des données qui sont produites par le privé. On voit bien que c'est un mouvement vaste qui doit nous interroger sur le fait de savoir jusqu'à quel point ces outils-là sont effectivement porteurs de ce que j'appellerais du progrès social. Et si vous voulez restreindre le propos au service public, je dirais à l'amélioration du service public. Je voudrais exprimer ici des interrogations qui sont simples, qui sont multiples tout en étant complémentaires, en précisant d'emblée qu'il me semble que euh, la question ne relève pas uniquement de la raison du service public telle qu'elle peut être entendue par le versant État ou administration, mais qu'il me semble que la question essentielle, de mon point de vue, c'est celle de l'usager et du bénéfice qu'il est capable de retirer finalement de l'utilisation de ces données. Euh, que ce soit dans le domaine du service public de la justice, qui est le secteur que je connais le mieux, mais bien évidemment, on a déjà eu l'occasion d'aborder bien d'autres domaines. Euh, le, le point que je voudrais peut-être également souligner rapidement, c'est qu'il me semble que par-delà les interrogations classiques autour du service public qui ont suscité l'attention au cours des dernières décennies, concernant aussi bien la question de la propriété des organisations qui sont chargées de missions de service public, que de leur régulation, notamment à travers les questions de tarification, qui sont des questions classiques d'un point de vue économique, qui nous ont conduit de plus en plus finalement à confier à des acteurs privés, à des sociétés privées, une partie de ces objectifs de service public. J'ai le sentiment que la transformation numérique est un accélérateur fantastique de cette tendance à travers ce qu'il convient d'observer aujourd'hui. On parlait de start-up d'État, mais il y a aussi beaucoup de start-up qui ne sont pas des start-up d'État
qui joue un rôle absolument essentiel. Alors, bien évidemment, je ne suis pas fermé à l'idée que Waze puisse avoir une contribution au service public des transports. Je ne suis pas choqué par l'idée que Doctrine.fr puisse avoir un rôle à jouer dans le fonctionnement du service public de la justice. Je m'interroge éventuellement sur l'existence d'un hub des données de santé en matière de gestion des questions sanitaires et médicales au sens large dans le cadre de la sphère publique. Mais en définitive, ce que je voudrais vous proposer très rapidement, c'est 3 points. En 3 points, vous dire où sont les sources de tension que moi j'identifie en tant qu'économiste lorsqu'on me parle de services publics et de données. 3 questions qui, me semble-t-il, s'inscrivent dans l'objet de ce colloque, puisque, effectivement, il est question de crise avec un point d'interrogation. Alors, vous le comprendrez, je vais vous dire qu'il y a de bonnes raisons, effectivement, de s'interroger. Le point d'interrogation qui suit le terme crise est adapté, à mon sens. Pour autant, il n'y a pas de fatalité. Et il y a certainement des moyens d'éviter certains écueils que je vais lister rapidement. Mais pour vous donner la tonalité, je pense que la question, c'est de replacer le citoyen au cœur du service public et que pour cela, il faut peut-être veiller à faire en sorte que les intérêts de la société civile, notamment les intérêts faibles de la société civile, puissent être véritablement représentés à travers des actions de ce qu'on appelle en bon anglais l'empowerment, c'est-à-dire une forme d'encapacitation, terme qui vaut ce qu'il vaut, mais qui reflète assez bien la tonalité de ce que je vais vous proposer, qui renvoie en partie à ce que j'ai entendu sur l'idée de modèles plus inclusifs, plus coopératifs pour essayer de contrôler les risques de ce que j'appelle, moi, la vulnérabilité numérique des citoyens. Alors, les 3 points, rapidement. Il y en a un, le premier, je vais aller vite, vous le connaissez, je pense pour la plupart, c'est le problème de la normativité que porte en lui l'outil qui exploite les données. Le deuxième souci, c'est celui de l'alignement des intérêts. L'alignement des intérêts privés et publics, notamment lorsqu'on est dans des stratégies d'externalisation qui ont été déjà évoquées cet après-midi. Et le troisième, peut-être le plus fondamental, celui dont on ne parle guère, je vais me déplacer sur un terrain, vous me pardonnerez, je serai très bref, philosophique, mais on a construit un système d'intervention publique, d'État-providence, que recouvre en partie le service public, qui me semble profondément déstabilisé par l'utilisation, l'exploitation systématique des données. Il serait temps d'en prendre conscience. Alors, brièvement, les conflits de normativité. Les conflits de normativité apparaissent immédiatement dès que l'on va aborder la question de la qualité du service public. Pourquoi ? Puisque parler de qualité du service public, ça nous renvoie forcément à une question de pilotage. Qui pilote la qualité du service public ? Comment être en mesure, c'est le terme consacré, d'évaluer, puisque la promesse de la transformation numérique, c'est d'avoir une plus grande qualité dans l'évaluation des dispositifs, des lois, des décrets, de tout ce qui va effectivement faire votre quotidien pour la plupart d'entre vous, experts de ces questions-là. Certains auteurs ont déjà largement dénoncé les risques liés à ces conflits de normativité. Je pense à Alain Supiot, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, lorsqu'il dénonce la gouvernance par les nombres, où il y voit une forme de normativité, et il a été un des premiers à souligner à quel point le big data allait encore accélérer ce phénomène en faisant en sorte que la rationalité par le calcul permette finalement
d'imposer en elle-même une normativité qui ne serait ni la normativité d'État à travers les contraintes légales, ni la normativité de marché à travers les contraintes qui sont celles des prix. On partirait directement dans une autre dimension où, d'une certaine manière, le calcul lui-même porterait en germe sa propre logique. Alors, j'avais promis de ne pas être long sur ce sujet, donc je ne vais pas développer. Ça nous renvoie également à pas mal de discussions sur ce que certains spécialistes définissent comme le risque de voir le code devenir le droit, de voir la primauté du droit s'effacer au profit de la primauté du code. C'est pas complètement faux, d'autant plus, j'y reviendrai très brièvement à la fin de mon intervention, qu'il y a à travers ces mécanismes que l'on observe par exemple dans le domaine du prédictif, de la justice prédictive en particulier, des dérives qui doivent être absolument et impérativement mises en évidence. Bon, je mets de côté cette problématique de normativité pour peut-être insister plus sur les deux autres volets. Le deuxième volet, c'est celui de l'alignement des intérêts. L'alignement des intérêts, pourquoi? Tout simplement parce que on voit bien que l'approche qui consiste à utiliser des données massives, notamment d'ailleurs dans des perspectives prédictives, à l'image de ce que je viens de dire concernant la justice, nous amène forcément à des interrogations sur l'objectif. La plupart des outils qui sont mobilisés aujourd'hui, y compris dans le cadre d'activités de service public, que ce soit dans le domaine de la justice, dans le domaine de la fonction publique, dans le domaine de la santé, on voit que les modèles sont souvent des modèles extractifs. Il s'agit d'extraire des données une valeur qui pose la question de l'appropriation. Qui s'approprie cette valeur? Lorsque nous sommes dans une logique d'externalisation massive, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de cet État plateforme qui confie finalement pas mal de responsabilités au secteur privé, écoutez, sans vouloir m'engager dans un discours économique très sophistiqué, vous comprendrez que le but d'une organisation privée, jusqu'à preuve du contraire, dans une économie de marché, c'est de faire du profit. Dans quelle mesure ces entreprises, qui ne sont pas, me semble-t-il, des entreprises à mission, dans quelle mesure ces sociétés offrent-elles les garanties suffisantes pour permettre un alignement de l'intérêt privé sur l'intérêt public? Ça ne se décrète pas. Ça n'est pas compatible en soi avec les principes de base de la théorie économique. J'ai appris que le marché était souvent défaillant pour pour produire des biens publics. Expliquez-moi par quel miracle l'alignement se ferait spontanément. Alors, je veux bien que d'aucuns aient cette capacité à vanter les vertus de la main invisible. Pour ma part, je souhaiterais quand même que la main soit un petit peu plus visible s'agissant de cette question d'alignement des incitations entre le privé et le public. J'ai entendu plusieurs reprises cet après-midi évoquer l'intérêt d'aller vers une démarche peut-être plutôt basée sur une logique de commun, une logique communautaire. Oui, les données ont cette caractéristique d'être en partie, d'avoir des caractéristiques qui nous ramènent à des logiques de bien commun ou de bien public, ce qui effectivement a du sens au regard des logiques de partage, mais dans ce cas-là, je dirais que du point de vue des outils à mobiliser d'un point de vue numérique, je préférerais nettement aller vers une catégorie d'outils dits génératifs, précisément basés sur la codétermination, sur le partage, plutôt que des modèles extractifs. Or, ce que j'observe, c'est que massivement aujourd'hui, c'est quand même bien dans cette logique que nous sommes engagés, ce qui pose effectivement la question en droit de la conception que nous devons défendre
des sphères publiques et privées, au point parfois qu'on est en droit de se demander jusqu'à quel point la sphère publique n'est pas, contrairement à ce que j'évoquais en termes d'alignement des incitations, ne met pas finalement ces données pour servir des intérêts privés. Bon, j'ai bien conscience que la question est un peu provocatrice, mais elle mérite d'être posée. Comme mériterait d'être posée une dernière question qui relève de la troisième tension que pour ma part j'identifie s'agissant de l'exploitation des données. Elle est peut-être encore plus fondamentale que les deux précédentes. C'est la tension que crée l'axiomatique que porte en elle-même le big data, c'est-à-dire la transparence. Parler des données, aujourd'hui, c'est en cherchant à les exploiter massivement, c'est promettre un monde meilleur à l'humanité à travers une transparence, savoir tout, surtout. Certainement, ça peut avoir des mérites pour faciliter un certain nombre de missions, d'activités, je n'en doute pas, mais j'attire votre attention sur un point. Nous avons péniblement, au fil du siècle passé, et même sans doute encore un petit peu plus tôt, à la fin du 19e, à l'époque où les solidaristes imaginaient les fondements de la sécurité sociale qui allaient naître en France, et je le pense sincèrement avec un espoir de bien-être collectif pour beaucoup de gens. On a fondé ces principes sur une axiomatique que vous connaissez, qui est l'axiomatique du voile d'ignorance, dans une approche contractualiste. Je voudrais simplement attirer votre attention sur la tension qui va forcément apparaître entre une justice sociale fondée sur une axiomatique de voile d'ignorance, où, je vous le rappelle, par principe, on suppose que vous êtes engagé dans une coopération sociale dans le cadre du contrat social en question, parce que personne n'est en capacité de prédire parfaitement la position qu'il occupera. Nous sommes en train aujourd'hui de vivre avec le numérique, le big data, l'analyse prédictive massive, la possibilité de plus en plus de prédire la position de chacun dans la société. Vous voyez le problème. Jusqu'à quel point l'axiomatique de transparence que suppose le big data ne remet pas en cause les fondements même du contrat social qui, me semble-t-il, a pu contribuer à poser également les fondements du service public à la française, même si effectivement je prends quelques raccourcis, mais vous comprendrez bien que, vu le délai imparti, je ne peux pas tellement creuser cette question. On a donc ce que j'appelle vraiment une mise en tension qui interroge. Or, me semble-t-il, cette mise en tension de normes, de transparence, avec le traitement massif des données personnelles, on regarde avec le principe d'impartialité que sous-tend le voile d'ignorance, forcément, on voit là les dangers, les interrogations qui sont les miennes, notamment, pour prendre un exemple, en matière de protection sociale, en matière de santé. Il me semble que personne ne réfléchit beaucoup à ces questions-là aujourd'hui. Or, ce sont des questions qu'il faut régler urgemment au moment où, effectivement, nous construisons des hubs de données de santé publique avec des possibilités d'exploitation qui sont confiées cette fois-ci non pas à des startups locales, mais à des entreprises de taille mondiale, puisque la première qui a signé un accord avec le gouvernement français pour l'exploitation des données de santé, me semble-t-il, s'appelle Google. Donc, nous avons là des questionnements essentiels, et j'ajouterais la petite touche
qui est peut-être encore un peu plus déstabilisante, c'est que plutôt, je dirais pour l'instant, que de bien cadrer, de bien anticiper ces évolutions, on bascule dans une logique qui est peut-être encore un peu plus problématique, c'est l'émergence, et là c'est la responsabilité des économistes, puisque on a des prix Nobel d'économie comportementale hein, sur ces questions, le nudging, qui lui se saisit du big data et non seulement va nous permettre d'anticiper à travers l'analyse prédictive la position et la situation des uns et des autres, mais va permettre, le cas échéant, d'aller vers une forme de manipulation douce du citoyen. Ça n'a pas été évoqué, mais j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, les cellules de nudge dans les cabinets ministériels et un petit peu partout dans la sphère publique sont omniprésentes. Alors vous allez me dire, on n'est pas les premiers à être engagés dans cette direction-là. Cass Sunstein, qui a bien évidemment popularisé cette notion, a été aux côtés d'Obama pendant quelques années pour piloter les politiques publiques américaines. Certainement que ces évolutions offrent des potentialités intéressantes, mais en même temps, elles doivent fondamentalement nous interroger. Voilà, je voulais lister ces tensions rapidement. Peut-être conclure en trois mots en vous disant que il n'y a pas de résignation, il n'y a pas de fatalité à travers la mise en évidence de ces tensions. Elles existent, elles peuvent déboucher sur une crise majeure. Ma réponse est oui, il peut y avoir une crise. Comment l'éviter? L'éviter, c'est comme je vous le disais, réfléchir à des mécanismes nouveaux, mais ça c'est le travail des spécialistes que vous êtes, de réfléchir à l'organisation pour l'utilisation, le partage, l'exploitation des données, questionner le design institutionnel. Ça, c'est une question absolument fondamentale pour faire en sorte, effectivement, d'aller vers des modèles qui sont des modèles probablement plus inclusifs et collaboratifs, au sens où on ne perd pas de vue l'intérêt du citoyen qui, encore une fois, doit être au cœur des problématiques de service public. Je vous remercie.